Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une interview d'une personne que j'affectionne particulièrement. Cette personne, c'est Myrtille. Elle est illustratrice jeunesse. Bon, elle va se présenter un petit peu plus tard. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Myrtille et moi, on se connaît depuis qu'on a 11 ou 12 ans. Donc ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît et qu'on est amis. Et voilà, on s'est suivis lors de nos évolutions et elle a un parcours vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que je voulais l'inviter et partager ce parcours avec vous parce que je suis sûre que ça va vous inspirer. Bonjour Myrtille. Bonjour Caro. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, avec toi on ne peut que être bien. Oui, en plus là on est chez moi avec une petite tasse de thé Earl Grey, sirop d'érable, donc faites pareil pour écouter le podcast. Alors, Myrtille, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors, être brève, c'est compliqué pour moi, mais si ça doit être rapide, je dirais que je suis une plus très jeune femme de 38 ans. Et je suis illustratrice jeunesse. Je travaille dans le domaine de l'édition jeunesse, du jeu de société et parfois du jeu vidéo. Ok, alors je te demandais de te présenter brièvement parce que c'est vrai qu'on aura l'occasion d'aborder ton parcours un tout petit peu plus tard dans le podcast. Donc là, c'est juste pour donner un petit teaser aux auditrices. Et on va commencer directement pour se mettre en jambe avec le petit portrait chinois. Alors Myrtille, est-ce que tu peux me dire ce que tu as choisi comme item du portrait chinois ? Alors j'en ai choisi 3. J'ai choisi évidemment le jeu vidéo, parce que c'est une passion commune que nous avons, bien sûr. J'ai choisi également l'animal et le livre, parce que c'est une grande passion, sinon je crois que je ne ferais pas ce métier. Clairement. Et du coup, peux-tu nous dire si tu étais un jeu vidéo, tu serais... Alors si j'étais un jeu vidéo, je serais Hollow Knight, parce que c'est un petit explorateur trop mignon, et que je me retrouve dans ce personnage tout simplement parce qu'il est curieux. Pour avancer dans le jeu, on est obligé d'aller de plus en plus profond dans des grottes et d'explorer. Et surtout parce que comme c'est un jeu où il faut sans arrêt recommencer, il est pugnace et je me reconnais aussi là-dedans. Ok, chouette. Alors je t'avoue, moi j'y ai jamais joué à Hollow Knight, j'en ai entendu parler pas mal, mais du coup ça donne envie. Il est vraiment bien, mais par contre il faut s'accrocher parce que c'est pas qu'il est difficile, mais il demande de la résilience. Et je crois que c'est un très bon jeu d'un point de vue psychologique pour aborder ce thème. Ok, super intéressant. On passe à l'animal. Donc si tu étais un animal, tu serais... Si j'étais un animal, je pense que je serais un suricate. Alors c'est pas un choix personnel parce que je n'apprécie pas particulièrement les suricates. Mais bon, c'est des animaux qui sont vifs, communautaires, qui aiment bien défendre leur famille et qui aiment bien farfouiller aussi. Donc je pense, tout le monde me dit que si j'étais un animal, je serais Timon du Roi Lion. Donc je pense qu'il y a un petit côté qui doit être vrai. Mais c'est vrai que c'est pas commun comme choix d'animal, mais pourquoi pas, il est assez sympathique. Il est sympa, il est très sympa. Voilà. Il est vif et il a beaucoup de verve, donc voilà, je suis bien dans Timon. C'est vrai, je te reconnais bien là. Et du coup, si on passe au livre... Alors, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais j'ai adoré, donc je me reconnais bien aussi, et surtout, je pense que je peux vous faire découvrir ce bouquin. Ça s'appelle La Cité des livres qui rêvent, et c'est de Walter Morse, ou Moers, je ne sais pas vraiment comment on dit. Et en fait, il est génial parce que c'est une ode au plaisir de la lecture. Pour la petite histoire, elle peut être lue, je pense même à partir de 12 ans, hein, c'est un livre jeunesse. C'est quand même un roman conséquent, mais c'est l'histoire d'un petit dragon qui se rêve écrivain
et qui part à la conquête d'une ville qui est bâtie sur des anciennes cryptes remplies de livres et qui doit explorer ces cryptes pour retrouver un livre qui est sous forme d'un trésor culturel. Mais bon, je peux pas en dire trop plus parce que ça spoilerait un peu, mais il est génial. Alors ouais, ça donne envie. Bah, en tout cas, je mettrai la référence dans la description de l'épisode si jamais vous avez envie de découvrir ce livre. Moi, je pense que du coup, j'irai le lire aussi. Mais je te le prêterai. Ah, avec plaisir. Ok, bah du coup, très beau portrait chinois. Ça nous permet de rentrer un petit peu dans le vif du sujet de manière un peu ludique. Et je vais passer à ma question suivante, qui est du coup de peut-être détailler un petit peu ton parcours. Aujourd'hui, donc, tu es illustratrice jeunesse. Comment en es-tu arrivée là ? Alors, c'est pas une histoire simple. Oui, mais c'est intéressant. Mais c'est très intéressant. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'y ai réfléchi il n'y a pas très longtemps à ce parcours. Et je me suis rendu compte que quand j'avais 6-8 ans, je voulais faire soit fermière et élever des vaches, soit travailler chez Disney et faire des dessins animés. Donc c'est quand même un truc que je traîne depuis quelques temps, cette passion pour le dessin. Oui, d'ailleurs je témoigne parce qu'on s'est connus au collège en 5e et déjà en 5e tu passais ton temps pendant les cours à dessiner dans les marges. C'est vrai. Alors en fait c'est très drôle que tu te rappelles de ça aussi parce qu'en fait au collège je me sentais comme beaucoup d'élèves en décalage mais parce que c'est un peu le propre des rêveurs malheureusement. Et en fait, comme j'avais pas forcément accès à voir les vêtements que je voulais ou à voir la vie dont je rêvais, et ben je l'inventais dans les marges. Et du coup, je me faisais des défilés de mode dans les marges. Et c'était super cool. Donc ouais, c'est vraiment un truc que je traîne depuis un moment. Et en fait, comment c'est venu ? Alors déjà, c'est sûr que les seules bonnes notes que j'avais, c'était dans les matières littéraires et le dessin. Ça, les maths, toi-même tu sais que ça a toujours été très très compliqué. D'ailleurs pour l'anecdote aussi, au bac j'ai eu 2/20 en maths L, donc je crois que c'était pété. Alors pourtant j'ai une passion quand même pour les sciences, mais c'était pas possible. À un moment donné il faut se rendre à l'évidence. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui t'es passionnée par notamment tout ce qui est astrophysique, étoiles, et que tu plonges vraiment assez loin dans le sujet. Ouais, mais j'adore la physique. Je pense que si un jour je dois changer de carrière, peut-être que je me pencherai sur cette question-là, de cet amour des sciences ou de la vulgarisation. On peut faire du dessin technique aussi dans les sciences. Mais oui, voilà, donc on peut rapprocher les passions. Faut pas hésiter à mélanger, on y reviendra, mais faut pas hésiter à... Justement, c'est pas parce que les gens vous disent que ça peut pas se faire qu'on peut pas mélanger deux matières antinomiques. Mais ouais, pour le coup, c'est pas que c'était une suite logique, mais aller dans un bac scientifique ou des études scientifiques, c'était pas possible à l'époque pour moi. Voilà. Ensuite, j'avais des bonnes notes en arts plastiques, etc. Je voulais vraiment faire ça, mais à l'époque, j'ai subi aussi, faut le dire, du harcèlement scolaire et j'avais vraiment des notes au ras des pâquerettes. Donc le collège et au conseil de classe m'ont dit que je pourrais pas aller en lycée. Je crois qu'il y a une question tout à l'heure où on parle de conseils qu'on peut se donner au mois d'avant, j'y reviendrai, mais en tout cas c'est vrai que si on vous dit ou des personnes vous disent que vous n'êtes pas capable de faire une chose, je crois qu'il faut quand même essayer avant d'être sûr de ne pas être capable. Donc malgré tout, je suis quand même allée au lycée, et au lycée ça s'est très bien passé, donc au final, voilà, j'ai été dans une classe d'art. Mais comme le collège voulait pas que j'aille au lycée, je me suis retrouvée dans une classe d'art de cinéma. Donc c'était cinéma audiovisuel. J'ai fait une seconde et une première en cinéma audiovisuel. Et franchement, c'était super cool parce que j'ai appris plein de choses sur le cadrage, la manière de raconter des histoires, le storyboard, etc. Mais par contre, je m'y retrouvais plus parce que le dessin me manquait. J'avais pas de... Voilà. Et il faut dire que, mine de rien, le harcèlement a continué. Et là où ça devient une bonne chose dans mon histoire, c'est que parce que ce harcèlement scolaire a continué, j'ai supplié les profs d'aller en arts plastiques pour la terminale et ils ont accepté. Et du coup, c'est là où je peux dire aussi, c'est pas parce que la vie vous fait des crasses à un moment donné qu'on peut pas utiliser ça comme un ressort pour aller vers ce qu'on veut. Des fois, c'est des signes en fait. Ok, super. Oui, j'adore. N'est-ce pas?
Et je voudrais juste revenir avant que tu continues. Tu disais que, ouais, effectivement, il y a une des questions de cette interview qui est un conseil que tu peux donner à la moi d'avant. Bah vas-y, hein, dis-le tout de suite. Écoute, Alors, attends, vu qu'on on est dans le flow. Alors, le conseil que je voulais... oui, c'est ça. Le conseil que je voulais donner à la moi d'avant, c'est en fait de penser à soi et que c'est pas de l'égoïsme. Parce que, en fait... il y a aujourd'hui une qualité qui est souvent prise comme un défaut, c'est celle d'être beaucoup trop gentil. Et moi, comme j'avais pas vraiment beaucoup d'amis, j'ai tout fait pour me faire accepter de personnes qui n'étaient pas forcément pour moi, au détriment de mes vrais besoins en fait. Et au final, je me retrouve aujourd'hui à devoir me questionner sur qu'est-ce qui me fait plaisir. C'est aussi une question que tu poses. Ouais. Et c'est très compliqué. Donc la réponse, je ne l'ai pas, mais par contre, je peux dire aujourd'hui, il faut... C'est pas de l'égoïsme que de penser à soi et à ce qu'on veut et à ses aspirations. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, on peut être bien et après on peut s'occuper des autres. Mais avant, je pense que c'est très sain de penser à soi et de bien se poser les bonnes questions pour son parcours, pour ses choix de vie et pour son bien-être tout simplement. En fait, alors, moi j'ai deux remarques par rapport à ça. Parce qu'en fait, être égoïste, c'est quand même super mal vu dans notre société, mais au final, penser à soi d'abord, quelque part, c'est être égoïste. Mais c'est bien d'être un petit peu égoïste. Tu vois, il faut être un petit peu égoïste. Tout à fait, je pense qu'il y a un égoïsme qui est pathologique. Bon, là, on parle de quoi ? De personnes qui vont subir leur égoïsme, ne pas comprendre pourquoi les gens sont pas à l'aise avec eux, par exemple, parce qu'ils pensent à eux d'abord. Et là, c'est pas cette question-là, cette question, c'est si moi je suis pas bien avec moi-même et que je pense pas à mes besoins, comment je pourrais comprendre celui des autres. Donc voilà, et à l'époque, j'ai fait passer vraiment tous mes besoins en arrière-plan, en m'oubliant complètement, et au bénéfice de personnes qui n'étaient pas bien dans mon entourage pour moi. Parce que voilà, il y a des tempéraments qui nous font cause du tort. Et c'est dommage parce que j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Et voilà, j'aurais aimé recevoir ce conseil plus tôt. Alors j'espère que vous saurez l'appliquer. Il est jamais trop tard pour l'appliquer. Exactement. Et se demander qu'est-ce que nous, on veut et qu'est-ce qui nous fait du bien. Voilà. Du coup, on peut continuer. Donc là, on est en terminale, art plastique. Oui, on est en terminale. Et figurez-vous que j'avais pas des super notes en cinéma, etc. à cause du bizutage. Et ça, c'est très important parce que il y a pas très longtemps, j'ai lu une étude sur justement ce que le harcèlement scolaire peut faire. Et c'est pas parce qu'on subit du harcèlement scolaire et qu'on a des mauvaises notes qu'on n'est pas intelligent. Ça n'a strictement rien à voir. Et donc la preuve par la suite, une fois que je suis passée en art plastique, tout s'est déroulé, tout a été plus naturel, j'ai eu des très bonnes notes, j'ai rattrapé, j'ai eu mon bac avec... j'ai raté la mention de 0,02 points, oh merde, un peu triste, mais quand même j'ai eu 19 au bac en art plastique, donc ça... Là, c'est pas pour les notes, parce que, encore une fois, je suis pas pour cette concurrence, et je trouve pas que des notes donnent forcément un bon visuel d'une personne, mais là, pour le coup, ça m'a confortée dans mes choix. Je me suis dit, si j'ai 19, c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire avec l'art plastique, ou avec l'art en général. Donc voilà, j'ai eu mon bac, et surtout, j'ai eu mon bac alors que, à part mes parents, peu de monde pensait que je pourrais l'avoir. Donc c'est pas mal. Ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, toi qui as toujours été très forte en allemand, j'ai une meilleure note que toi, alors que moi j'avais rien foutu. Donc autant vous dire que les notes, vraiment c'est de l'aléatoire et ça compte pas tant que ça. Moi je me suis ramassée au bac en allemand. Je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, quand je suis arrivée au lycée, en gros, au collège, on avait allemand première langue. On était en classe européenne, donc on avait pas mal d'heures d'allemand. Je suis arrivée au lycée, j'avais un niveau déplorable en anglais parce que notre prof d'anglais de 4e était immonde. Immonde. En termes de sexisme, on a vu quand même quelque chose de bien là. Et genre en seconde, j'ai pris du coup anglais première langue et allemand deuxième langue. Et je crois qu'en terminale, je suis repassée en allemand première langue et j'ai eu genre
7, je crois, au bac. Enfin, c'était horrible. J'ai eu une note vraiment terrible. J'ai rarement vu Caroline triste, mais alors là, je crois que c'est un des visages les plus tristes que je l'ai jamais vu avoir pour cette note-là. C'est vraiment... puis en même temps, pourquoi changer au dernier moment? Bon. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, on peut garder ça, le challenge. Et puis, secondo, franchement, vu ce qu'on fait avec l'allemand aujourd'hui, pas bien grave. Hein. Comme quoi, c'est pas parce que y a des choses qui semblent importantes qui deviennent moins avec les années. Hein. C'est vrai. Bon, voilà. Pardon. Non, donc voilà, écoute, je passe ce bac donc et ensuite, moi je voulais travailler dans l'art et je cherche, à l'époque j'étais sur la région de Montpellier, on y est toujours, mais je cherche une classe qui peut m'accueillir pour continuer mes études et je voulais faire de l'illustration ou en tout cas travailler dans le dessin animé ou quelque chose du genre. Mais les études de ce côté-là, ça n'existait pas dans la région, à part en école privée. Donc, ça a un coût, et mes parents, c'est des prolos, hein, soyons honnêtes. Hein. Donc, pour être sûr quand même, et pas faire un emprunt qui me mènerait à rien, j'ai fait une année de fac. Je suis allée en art plastique à la fac, à Paul Valéry, à Montpellier, à la fac de lettres. Et là, j'ai fait au secours, en fait. En fait, c'était pas une question de notes parce que une fois à la fac, j'ai pété tous les scores. Hein. Je crois que le premier semestre, j'ai eu 18 de moyenne, il n'y a aucun problème. Mais c'était pas du tout pour moi. C'était beaucoup des questionnements sur comment on appelle ça, l'art contemporain, le zeitgeist, l'esprit du temps, le postmodernisme. Moi, je voulais pas aller du tout là-dedans et c'était pas du tout du dessin. Donc, j'ai fui. Et je voulais faire une mise à niveau en art appliqué pour après faire un BTS d'art. Le problème, c'est que, encore une fois, ça n'existait pas sur la région. Donc j'ai fait une première année de mise à niveau en art appliqué dans un établissement privé. Et là, ça a été assez affreux parce qu'au final, je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient pas du même milieu social que moi, et qui en plus n'était pas passionnée de dessin non plus. Donc j'ai passé une année pas vraiment terrible, et si je me souviens bien, on avait une espèce de devoir, comment on peut dire, un contrôle continu à rendre à la fin de l'année, et j'ai une élève qui a plagié tout mon contenu, et qui a fait croire que c'était moi qui avais fait du plagiat sur son propre travail. Ok, sympa. Et du coup, encore ce petit problème de gentillesse, au lieu de faire valoir mes droits et de me défendre, je me suis effacée, je suis partie. Et là, ça a été quand même assez dépressif. Hein. J'ai pas compris parce que je pouvais pas projeter une méchanceté comme ça à l'époque déjà. Donc je me suis dit, mais c'est vraiment pas sympa. Voilà. C'est sûr. Mais bon, encore une fois, grâce à elle, je suis pas restée dans cette école qui était pas faite pour moi. Alors encore une fois, c'était pas cool comme expérience, mais grâce à elle, j'ai changé de voie, donc c'est cool. Voilà. Ensuite, j'ai voulu aller dans un établissement public parce que qu'il y avait une ouverture de session du BTS que je voulais faire. Et là, ils m'ont dit que j'étais trop âgée pour entrer dans la section. Alors, on y reviendra plus tard, mais j'ai pas été prise, quoi. Et là, j'ai trouvé une autre école privée pour pas rester le bec dans l'eau. Et j'ai fait un emprunt. Donc, c'est important de parler d'argent aussi, parce que j'ai fait un emprunt avec mes parents pour pouvoir payer l'école. Et on remboursait une partie de l'emprunt. Et en même temps, je travaillais les week-ends en tant que caissière pour rembourser une autre partie de l'emprunt. Et donc voilà, j'avais aussi pas déjà le même temps disponible que les autres élèves de ma classe, parce qu'eux, avaient le week-end pour se reposer ou pour travailler sur leur rendu, et moi, j'avais beaucoup moins de temps. Je trouve que c'est très 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 bien que j'ai fait un boulot étudiant, parce que ça m'a appris plein de choses. Sur le moment, je l'ai vécu quand même comme une injustice, de me dire, mince, mais comment ça se fait que moi, j'ai moins de temps ? Ça n'a pas été une période facile, mais aujourd'hui, je suis ravie d'avoir
travailler à côté des études parce que franchement, en fait, sur le CV, c'est génial, ça t'apprend plein de trucs. Moi, en tout cas, j'ai fait hôtesse de caisse, donc ça t'apprend le commerce, ça t'apprend aussi une certaine résilience à avoir du répondant, mais en restant poli. Donc, ouais, c'était quand même une chouette expérience, même si sur le moment, ça n'a pas été facile. Et après, c'est très simple, l'école dans laquelle j'étais, c'était une école, comme on dit, un peu à pognon. Donc du coup ils ont monté des sections d'art, mais en fait ils se sont rendus compte que ça leur apportait pas assez d'argent, donc ils ont fermé ma section en première année. Donc je me suis retrouvée sans école, en n'ayant pas l'occasion de passer mon BTS. Et donc c'est là où le parcours commence à être un peu biscornu, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que grâce à ma petite maman, elle m'a dit mais tu vas pas rester comme ça, c'est pas grave, retourne dans l'école publique. Explique-leur ta situation, montre-leur ton book et essaye de rentrer dans la section deuxième année. Et moi j'étais défaitiste, je me suis dit mais c'est pas des choses qui se font, on peut pas rentrer comme ça dans le public alors qu'on en est sorti, y a des concours, etc. Ils vont jamais vouloir me recevoir. On va y aller. Donc on y va. On retourne d'ailleurs dans le lycée où j'ai été. On arrive à décrocher un petit entretien avec le conseiller d'orientation et le directeur de la section où je voulais aller. Et je lui explique mon cas. Et la personne me dit « Mais il n'y a pas de problème. T'as le niveau, on a justement une place de dispo, viens !» Donc comme quoi, en fait, des fois, on se fait des idées aussi. Et au final, grâce à maman qui a pas lâché l'affaire, je me suis retrouvée finalement à revenir dans le public. Et là où c'est drôle, c'est que là où il m'avait dit que j'étais trop âgée pour entrer dans la section, je me suis retrouvée à être une des plus jeunes de la classe. En fait, il m'avait dit n'importe quoi. Quand je suis sortie de la fac, la mise à niveau, elle était disponible en public. Et j'ai pas pu y aller parce que je venais de la fac, et c'est là qu'ils m'ont dit que j'étais trop âgée. Okay. Voilà. Mais du coup, avec toutes les classes qui se mélangent et les parcours de chacun, arrivé en deuxième année de BTS, les profils, certains ils avaient 2-3 ans plus que moi. Et j'étais vraiment dans les plus jeunes. Donc ça veut rien dire en fait. Encore une fois, des fois on vous trouve des excuses qui sont pas les bonnes. Voilà. Ouais, et puis bon, la leçon aussi, c'est du coup oser demander. Bien sûr. Je crois que un des plus gros problèmes qu'on a, du coup je parle des entrepreneuses parce que c'est un public que je connais bien, mais c'est que souvent on n'ose pas faire les choses, on n'ose pas demander quoi que ce soit, discuter avec une autre entrepreneuse sur son expérience, demander quelque chose à quelqu'un, enfin bref, généralement le problème c'est qu'on n'ose pas, donc... Exactement. Myrtille nous dit aujourd'hui oser. Merci la maman de Myrtille. Déjà ça. Et puis sincèrement, il y a un truc aussi qui me rend triste aujourd'hui pour les élèves de lycée, c'est votre truc Parcoursup. Alors moi j'y connais rien, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un assez gros bordel. Et en fait, Parcoursup, il déshumanise complètement le parcours scolaire avec des demandes que tu fais par ordi. Et je pense personnellement que rien ne peut remplacer une rencontre d'humain à humain. Donc faut pas hésiter, si vous n'êtes pas pris dans une section ou si vous n'êtes pas pris à une formation, allez voir les gens. Je pense que ça peut débloquer pas mal de situations. Ok, très bien. Donc je suis rentrée en deuxième année de BTS et ça a été une année encore une fois très compliquée parce que cette année-là, il y a eu des grosses grèves. Et du coup, on a eu vraiment une formation en dents de scie. Et moi, tu me connais, j'ai quand même un parcours assez politisé. J'aime bien ne pas laisser faire les choses. Donc, je suis allée faire grève. Mais par contre, quand il a s'agi de passer le diplôme, j'ai dit, là, maintenant, ça suffit. T'as fait grève, t'as défendu tes convictions. Maintenant, il faut passer le diplôme. Je suis donc descendue à la cave chez mes parents pendant 3 mois. J'ai repris tout mon book parce que le BTS d'art plastique, le BTS communication visuelle que je passais, il y avait une épreuve qui était axée sur le book, donc c'est le travail qu'on a fait sur les 2 ans. Donc en fait, j'ai repris tous les conseils que m'avaient donnés les professeurs, quand bien même j'avais eu des mauvaises notes sur des projets, et en fait je les ai refaits, j'ai tout refait. Et pendant 2-3 mois, les élèves de la classe, mes potes de l'époque, ils m'ont pas vue en fait. Et donc je suis arrivée au BTS
je l'ai passé. C'était des épreuves assez compliquées parce qu'il y a du jury, il y a des éléments de questions-réponses, beaucoup d'oral. Et franchement, je l'ai eu. Et cette année-là, on a été 7 sur les 20 élèves de la classe à l'avoir. Et franchement, j'ai quand même été fière de moi là pour le coup, parce que je sais même pas de comment j'ai sorti ça. Je sais aussi que là aussi, il y a des élèves, des anciens amis qui malheureusement ne le sont plus, mais qui m'ont reproché de m'être enfermée et d'avoir travaillé. Et à l'époque, je l'ai mal pris parce que je me suis dit, mais quand même, j'ai fait de mal à personne. Et malheureusement, c'est des milieux, et aussi dans l'entrepreneuriat, je pense, où les gens qui ne vous comprennent pas vont souvent avoir des comportements de jalousie, et c'est compliqué à gérer, mais c'est pas grave, il faut se dire que ça ne vous regarde pas, en fait, ça les concerne eux. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc voilà, j'ai eu mon diplôme. Après, ce que les gens peuvent penser de comment tu l'as eu, quoique ça les regarde. Et ensuite, et là, ça a été une petite traversée du désert, parce qu'une fois que j'ai eu mon BTS en poche, c'est un diplôme qui te permet d'être graphiste, et je me suis rendu compte que j'ai toujours dessiné en fait, et ce BTS-là ne m'a pas appris à dessiner, il m'a appris à faire du graphisme. Et le dessin, tu sais bien, comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai appris toute seule. Et donc, avec ce BTS de graphisme, j'ai commencé à faire quelques petites missions de graphisme, mais ça me plaisait vraiment, vraiment pas. Et en fait, graphiste, c'est un métier et c'est pas celui de l'illustration. Les gens confondent souvent, mais c'est pas du tout le même métier. Et j'étais pas très heureuse, et surtout, j'avais vraiment pas de taf. Donc, j'ai carrément été caissière à plein temps pendant une petite année. Et j'ai appris par les réseaux qu'il y avait une section jeux vidéo qui ouvrait à la fac où j'étais allée. Et c'était une toute nouvelle section et qui était accessible qu'à la licence. Et donc ça tombait bien parce que j'avais 2 ans de BTS. Donc j'ai présenté en me disant que ça mènerait peut-être nulle part, mais pour voir. Et j'ai été prise en licence jeux vidéo. Et alors là, c'était super cool. Parce que c'était une licence professionnalisante. Donc en fait, on devait avoir, je crois, la moitié de la semaine, peut-être 15 heures par semaine des cours. Et à côté, il fallait un petit peu travailler sur des projets pro. Et on a carrément eu plein de cours différents sur apprentissage de la 3D, gérer des équipes de production, bien sûr des épreuves de langue, etc. C'était passionnant de voir aussi l'envers du décor sur les méthodes de scénario, etc. Et suite à cette licence, j'ai pu rentrer en stage, parce qu'il fallait valider la licence avec un stage, dans une start-up de jeux vidéo, de jeux en ligne. Et du coup, j'ai commencé à faire mon stage là et j'ai validé ma licence. Et là, Caroline sourit. Je sais pourquoi elle sourit. C'est là que notre chemin s'est recroisé. Voilà. En fait, donc je suis rentrée dans cette petite entreprise qui a très très vite grossi. Et ils m'ont proposé un CDI suite à mon stage que j'ai accepté. Et cette entreprise a vraiment... quand je suis rentrée dans cette start-up, on devait être 6 employés peut-être. Et je crois qu'au bout de 2 ans, on était peut-être une quarantaine. Ouais. Voilà. Et donc voilà, Caroline est venue travailler en tant que communicante. Tout à fait. Voilà, et c'était super de revoir Caroline. Et donc c'est grâce à Mathilde que j'ai postulé à cette entreprise, que voilà, elle y travaillait, elle m'a dit écoute, il cherche quelqu'un, ouais. Donc j'ai postulé et puis... Et puis voilà, naturellement, comme elle est très talentueuse, elle a été prise, et surtout que voilà, elle est très forte. Donc c'était chouette. Bon, on rigole parce qu'en fait, cette entreprise, c'était très formateur. Oui. Très formateur. Mais en fait, on peut pas dire que du mauvais de cette entreprise. En fait, on a appris plein de choses super. On s'est fait un réseau de fous parce qu'on a croisé plein de professionnels passionnants, motivés et forts. Et des gens qui sont encore nos amis aujourd'hui. Donc voilà. Mais après, c'était une entreprise assez délétère où on n'était pas bien du tout. Il y a eu beaucoup de burn-out, il y a eu beaucoup de turnover.
et beaucoup on sont sortis les ailes un peu brûlées. Voilà. Complètement. Un gros bulldozer qui nous a... Enfin, même un rouleau compresseur, en fait, je dirais. Exactement. On est sorti de là comme si on était passé sous un rouleau compresseur. Quoi, un rouleau compresseur. Exactement. Et ben justement, voilà, moi j'ai travaillé 6 ans dans cette entreprise, en tout. J'ai eu à charge des assez gros projets, avec, comme on appelle ça, une refonte de projet. C'est-à-dire qu'il y avait un projet existant et il a fallu refaire tous les designs du projet. Et ça a été très laborieux parce que mes ententes avec la direction, très souvent, donc complexes. Et ça m'a appris les premières années beaucoup de choses, mais les 2 dernières années, ça m'a littéralement épuisée, jusqu'à un point de non-retour, où j'ai fini par faire un burn-out. Alors c'est une chose que je souhaite à personne, on en rediscutera si tu veux, mais... En fait, il y a des signes avant un burn-out et il faut savoir les lire parce que c'est plus facile d'enrayer le processus plutôt que de toucher le fond et après de remonter. Voilà. Donc malheureusement, j'ai fait un burn-out. J'ai pété un plomb et je suis revenue travailler, mais ça n'a plus jamais été comme avant. Et ils ont tiré sur la corde jusqu'au bout. Mais au final, ils voulaient me virer, mais j'ai réussi quand même à signer une rupture conventionnelle qui m'a permis quand même de garder mes droits au chômage, etc. Et c'est très important de se défendre à ce niveau-là parce que c'est quand même une sorte de garde-fou qui vous permet de rebondir, même si malheureusement il faut soigner les problèmes psychologiques et les traumatismes derrière. Parce que traumatisme, on peut dire qu'il y en a eu quand même. Ouais. Voilà. Après ce burn-out, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'en fait, ça a été compliqué. C'est difficile de trouver des entreprises en CDI dans le milieu qu'on aime avec Caroline, le jeu vidéo. Et puis surtout en art. Parce que c'est des postes vraiment très rares. Et il y a beaucoup de candidats pour peu d'élus. Et je me suis dit, ta carrière est foutue. Voilà, tu vas faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris aussi qu'il y avait un master qui s'ouvrait à la fac où j'étais, ou alors ça faisait quelques années qu'il y était, mais ça faisait pas très longtemps. Et c'était la suite logique de la licence que j'avais faite, jeux vidéo. Et donc le master qui était proposé, c'était master fiction numérique. Alors c'est un master professionnalisant aussi, toujours dans la partie art plastique et sociologie de la fac de lettres de Montpellier. Et je me suis dit, quitte à être au chômage, autant retourner vers une petite formation. Comme ça, je garde la motivation et je garde surtout le fait de me lever le matin, d'avoir une routine. On en parlera aussi après, mais moi, si j'ai pas des barrières et des plots, ça devient vite n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, c'était une bonne chose. J'ai pris ça en me disant, c'est bien. Au lieu de te morfondre sur ce burn-out et sur l'injustice, parce que c'était quand même une injustice ce qu'on a vécu, et tu vas le vivre, parce que de toute façon, quand on vit ces émotions-là, il faut les vivre, il faut pas les refouler, mais tu vas te concentrer sur des études, parce que j'aime étudier. Alors encore une fois, voilà, je vous ai parlé de mon parcours d'enfant qui a été un peu... traumatisé par l'école etc. Mais en fait, c'est pas parce qu'on vit du harcèlement qu'on n'aime pas les études aussi. Et du coup, là c'est pareil, j'ai toujours aimé étudier. Et donc là c'était passionnant. Enfin, je retrouvais les livres et j'ai dû faire un mémoire de recherche et sur un sujet de mon choix en plus. Et donc c'était vraiment bien pour redémarrer une nouvelle carrière. Je savais pas si j'allais continuer dans le jeu vidéo. Et donc, mon sujet de recherche, de mémoire, c'était le jeu thérapeutique. Donc, j'avais vraiment besoin de me remettre à flot et de trouver des solutions. Et je pense que penser thérapie et jeu, ça a bien marché. Donc, j'ai dû faire un prototype de jeu vidéo. Et donc, ça a été un jeu vidéo pour soigner notamment les blessures de la main. Donc c'était trop cool. C'était un jeu vidéo où tu pouvais avec à l'époque c'était, je sais plus comment ça s'appelle, le truc sur Xbox que t'avais au-dessus de l'écran, tu sais, où ça faisait une caméra. Oui. Tu vois, voilà, bref, un truc qui ressemblait un peu à une caméra qui filme les mouvements qu'on peut avoir, mais
le truc s'appelait Leap Motion, mais c'était pas ça sur Xbox. Ah, je me souviens plus. Ouais, c'est dur, frustrant. hein. Ouais, mais parce qu'on est vieille maintenant, on se rappelle plus des trucs qu'on jouait quand on était plus jeune. Mais bref, en tout cas, j'ai fait un jeu avec ça où t'étais un petit sorcier, et tu devais manipuler des ingrédients et donc faire tes exercices de kiné devant l'écran et il se passait des trucs et c'était super marrant. Et donc là, j'ai eu les félicitations du jury, donc j'étais super fière de moi. Et là, on en revient à comment je suis devenue illustratrice. Tout à fait. Exactement, tout ça pour ça. Et bien en fait, pendant cette année scolaire, cette année de master, j'ai commencé à refaire mon book et à me dire tu vas pas perdre ta passion pour le dessin. Et pendant le master, j'ai toujours fait des petits projets de jeux vidéo en faisant moi-même les illustrations à l'intérieur. Et je me suis dit ça servira de prétexte pour t'améliorer sur des choses que tu veux progresser sur lesquelles tu veux t'améliorer et progresser dans ta pratique du dessin. Et en refaisant mon book, en fait, j'avais part du réseau très important aussi, on en parlera, eu connaissance qu'une amie d'amis montait une sorte de catalogue d'artistes et se montait en tant qu'agent. Et donc je lui ai proposé mon book, elle a accepté. Et c'est elle qui a démarché pour moi, mais ça a été assez rapide en fait. Et j'ai eu un premier contrat d'illustration d'un roman jeunesse qui se passait dans la Chine antique. Okay. Et c'était super intéressant. Alors pareil, année chargée parce que je soignais mon burn-out et en même temps je faisais mon master. Donc je faisais mon mémoire de recherche et puis je commençais à illustrer des livres. Donc ça a été bien dense. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu des commandes, ça s'est jamais arrêté. Alors après, ça peut s'arrêter demain. Mais du coup, ça fait 10 ans que j'ai des contrats. Et là, je crois que cette année, j'ai dépassé mon 40e ouvrage illustré. Waouh. Voilà. Super. Parcours. Génial. Bon, c'était dense. Bah oui, mais bon, ça montre que les parcours sont pas forcément lisses et linéaires. C'est très rigolo parce que souvent quand je vais en séance de dédicace pour dédicacer mes bouquins avec les enfants, les parents s'inquiètent et viennent me demander quel a été mon parcours parce que Julien ou Chloé veut devenir illustrateur. Oups. Et moi, je leur dis, mais alors, déjà, en fait, c'est là où c'est drôle, c'est que je peux me targuer de dire, oui, j'ai un BTS, une licence et un master, et je suis très contente de les avoir passés parce que j'aime étudier. Mais en fait, dans mon boulot, tout le monde s'en fout. En fait, on s'en fiche des diplômes, c'est pas ça qui compte en fait. Donc déjà, ça d'une part, je leur dis aux parents, après c'est quand même intéressant pour le développement d'une personne, d'un enfant, de faire des études. Donc je vais jamais leur dire ça sert à rien de travailler à l'école, parce que je pense que c'est important de travailler à l'école. Mais par contre, je peux pas leur résumer mon parcours, je peux juste leur dire il y a des voies, et voilà. Mais c'est pas grave, on peut se vautrer. Là, j'ai pas fini de me vautrer dans la vie, mais ce que je vous ai raconté là, combien de vôtres en fait pour en arriver où j'en suis, je sais pas. Des fois je me dis ça tient du miracle quand même. Oui, parce qu'en plus, là, on parle du côté pro, mais côté perso, tu as aussi connu des vertes et des pas mûres. Des vertes et des bien mûres aussi, des gratinées. Donc voilà, il faut savoir gérer ça, en fait. Il faut savoir gérer le pro et le perso, et des fois, c'est pas évident, quoi, voilà. Mais voilà, et ce que je pense que c'était bien c'est bien qu'on fasse ce podcast, parce que effectivement moi je pensais pas du tout être légitime pour parler d'entrepreneuriat, mais je crois que en fait par ce parcours je peux juste au moins vous montrer que se casser la gueule ça fait chier, désolé pour le terme, ça fait mal, mais c'est pas grave, on n'en meurt pas en fait. On peut se laisser aller et c'est bien dommage. Mais après, il y a plein de gens qui peuvent nous aider. On peut aller voir des psychologues, on peut aller voir des coachs, on peut aller voir des amis qui s'y connaissent. Et surtout, on peut faire du réseau. Faut jamais... je pense que toi, la première, quand tu as des blocages ou que tu sais pas pour certaines questions, bah, tu vas aller voir des personnes qui sachent ou qui savent. Mais je pense que c'est mieux qui savent mieux
ou qui ont vécu ça et qui pourront donner des conseils. Après, il y a des gens qui sont pas ouverts pour répondre, et alors c'est pas grave. Oui, voilà. Au pire, ce que je dis toujours, au pire, ils te disent non ou ils te répondent pas, mais ils vont pas te blacklister parce que t'as osé leur demander un conseil. Non. Mais ouais, je te rejoins totalement. Moi, le réseau dans ma vie professionnelle et personnelle, sans mon réseau, je serais pas là où je suis aujourd'hui, vraiment. Exactement. Que ce soit au niveau des opportunités, mais aussi, comme tu dis, quand ça va pas et que t'as besoin de conseils, pour moi, c'est super important de pouvoir avoir des gens autour de soi qui sont là pour te soutenir, remonter le moral, t'aider, te remonter le moral. Et puis surtout, on est souvent dans nos angles morts, j'ai envie de dire. On voit pas nos qualités, on est dans notre marasme, on sait pas. Et en fait, les gens qui nous aiment ou qui nous connaissent, ils savent des fois mieux répondre que nous et nous aider et nous mettre sur la voie. Donc voilà, il faut pas hésiter. Donc voilà, si ça a apporté quelques petites ouvertures à des personnes, ce parcours, j'en serais plus que ravie. Eh bien, écoute, j'espère. Voilà. Moi, en tout cas, à chaque fois, tu vois, le fait que tu reparles de ton parcours, je me rends compte que je me souvenais pas de tout ça, de tout ce que tu as traversé, et c'est assez impressionnant, en fait. Mais en fait, je me rends même pas compte moi-même. Ouais. Voilà, j'ai plein d'amis qui, quand je suis, comme tout le monde, j'ai souvent le moral dans les chaussettes, hein, surtout quand t'es entrepreneur et t'es souvent seul derrière ton écran. Alors du coup, tu sors pas de là, tu t'es dans ton petit marasme. Et encore hier, il y a mon petit papa, du coup, qui me dit « Mais Mathilde !» Myrtille, pardon. Oui, Mathilde, c'est mon vrai prénom. Comme ça, moi, je me suis dévoilée. Il me dit « Mais Mathilde, vraiment, c'est pas que noir, quoi. Regarde d'où t'es partie. Alors, j'aime pas quand il dit sans l'aide de personne, parce que c'est pas vrai. On est aidé par les gens qu'on aime. Et il y a des choses que je dois, et je sais à qui je les dois, à des gens merveilleux. Mais quand même, il faut se souvenir, même si aujourd'hui, toi qui écoutes ce petit podcast, tu te sens, coincé dans ta vie, et tu penses que t'as pas fait des choses bien, il y a toujours des petites victoires à célébrer, je pense. Voilà. Tout à fait. Alors, Myrtille, est-ce que tu peux nous parler de ton organisation quotidienne ? Parce que t'en parles, tu peux avoir plusieurs contrats à la fois et énormément d'illustrations à produire en même temps. Donc du coup, qu'est-ce que tu utilises pour t'organiser ? Des outils, des mantras, des systèmes, des choses qui sont restées. Et peut-être aussi que tu peux nous parler justement de l'évolution de ton organisation dans le temps. D'accord, alors. Je vais quand même rassurer beaucoup de gens. Ma vie, ça reste quand même le bordel. Mais en fait, ce qui est nouveau récemment, c'est que j'ai fait la paix avec ça. C'est pas grave en fait. Il n'y a pas de solution miracle pour chaque action. Et c'est un truc que j'ai aussi appris parce que j'ai donné des cours aussi. Je donne des cours dans une école en ce moment d'art. Et c'est génial parce que justement, ça permet de revenir à ce qu'on a été, des petits élèves débutants, et d'être patient. Et en fait, quand les élèves me demandent des réponses pour telle ou telle chose, je leur dis en fait, je peux te guider, mais la seule solution, c'est celle que tu trouveras par toi-même, en fait. Mais c'est valable pour tout, pas seulement pour l'art, je crois. Donc, faut se rassurer sur le bordel. Après, il y a quand même des plots. Voilà. Les fameux plots. Le premier, c'est que je travaille en atelier avec des amis. Et je travaille pas, ou très rarement, chez moi, sauf selon les nécessités des contrats, si j'ai besoin d'être tranquille. Mais il faut que j'ai un cadre où je sors de la maison, où je vois des gens, et là, ça tombe bien, c'est parce que ce sont des amis, et où j'ai des horaires de bureau. Donc en général, mes horaires, ça reste quand même 10h, 18, 19h. Je déborde un peu sur la soirée si j'ai pas fini, c'est vrai, mais je cadre parce que, en fait, une activité qu'on aime, et même si c'est des contrats et que ça nous prend, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est très difficile de s'arrêter. Ouais. Quand on est lancé, on se dit, c'est bon. Et en fait, on s'arrête pas, donc on se décale, donc on n'a plus les mêmes rythmes que nos amis ou nos proches, on n'a plus de rythme du tout même. Hein. Moi, si je prends un rythme naturel et que je fais et que je ne me borne pas, ça va vite être du 13h, 5h du mat. Et du coup, qu'est-ce que ça donne chez moi ? Déjà, je suis énervée. Après, ça vire état dépressif, énervé tout le temps, sommeil. Donc non, il faut borner. Donc
Après, chacun ses tempéraments. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça et qui savent être autonomes sur la question. Mais moi, il me faut un cadre. Donc, Ouais, voilà. donc du coup, sortir de chez toi et avoir vraiment un endroit pour bosser. travailler. Et avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes, ouais. Et surtout, d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques. Donc, c'est pas comme si on était dans une entreprise. Parce que chacun est autonome sur ce qu'il a à faire. Mais si j'ai un problème au niveau d'un contrat, au niveau besoin d'un avis sur une réalisation, je peux demander de l'aide immédiatement à quelqu'un à mes côtés. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est très important. Ensuite, tu parlais d'outils. Je pense que le plus important, vu qu'on est toujours derrière un PC, pour moi, c'est toujours d'avoir quand même un rapport avec le papier et le crayon. Parce qu'en fait, le PC, c'est un outil qui brouille, ou en tout cas qui met un espace supplémentaire entre ton idée et sa réalisation. Je sais pas si je m'explique bien, mais je crois que s'il y aura jamais rien de mieux qu'un gros crayon gras et qu'un bout de papier pour vite jeter ses idées. Et je crois qu'il y a aucune mauvaise idée, il faut toutes les sortir, les mettre quelque part et les faire germer plus tard, même si on a l'impression que c'est mauvais. Et j'ai l'impression, pour moi en tout cas, que l'écran est une très mauvaise chose pour, en tout cas, ma manière de fonctionner. Donc voilà, pourquoi je parle du papier. Si justement je commence à partir dans un marasme mental où que je suis pas bien, je vais écrire tout sur papier, je vais planifier, je vais illustrer très rapidement, etc. Et donc pour moi le rapport au papier reste primordial. Et donc comment je m'organise? Plein de gens ont des plannings maintenant sur les téléphones et tout, moi il me faut un planning papier, avec une visibilité de tout ce que j'ai à faire. Sinon ça fonctionne pas, et je coche et je surligne mes réalisations. Et je sais pas si tu savais, mais de faire ça, en fait, ça donne des pics de dopamine. Oui. Ouais. Rayer les trucs, les éléments tâches. sur ta to-do list. Exactement. Carrément. Ensuite, j'ai un léger problème d'attention. Et c'est pas grave. Je crois qu'aussi avec les écrans, on finit tous par être atteints un peu de troubles de l'attention, parce qu'on a toujours une attention continue et sollicitée. Et donc pour le coup, je note tout. Donc ça va être même étendre le linge, ou sortir les poubelles, ou réaliser une illustration. Donc vraiment, en termes d'organisation, pour moi, c'est important de tout lister. Parce que sinon, si je liste pas, ça part en cacahuète. Voilà, il y a du laisser aller et rien n'est fait. Et du coup, tout sur papier donc. Tout sur papier. Dès que t'as une idée ou quoi, ouais. c'est carnet. Et ouais. Du coup, t'as beaucoup de carnets? J'ai beaucoup de carnets, j'en ai plein. Et un système ou j'ai un système. Ouais. Comme tu peux voir là, j'ai ce carnet qui est super bien. Ouais. Tu pourras donner les références si tu veux. C'est un. Alors, j'arrive jamais à dire. L'œil tourne. Voilà. On a fait de l'allemand. Je tourne. L'œil tourne 1917. Je ne sais pas. En fait, il est génial parce que, si tu veux, tu as d'un côté les dates, où je peux mettre mes choses à faire aux dates, et ensuite, à droite, tu as des grosses pages avec de l'espace où tu peux griffonner dedans. Et moi, ça, c'est mon carnet préféré pour tous les jours. Ça fait, j'ai découvert ça il y a quelques années, et j'utilise vraiment ça. Mais après, le meilleur outil pour moi, je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce que c'est vraiment très connu, mais c'est les Appbook. En fait, je crois que c'est Claire Fontaine qui a racheté cette marque, ou qui fait cette marque. Et ça coûte pas très cher. C'est des gros carnets à spirale avec du papier assez fin, mais assez costaud. Et voilà, moi j'ai ce genre de Appbook. En plus, il y a tous les formats, donc c'est génial. T'as des petits A6 jusqu'au A3. Et ça prend même assez bien l'eau si tu veux vite aquareller des choses, ça prend vraiment du crayon, de la craie, ce que tu veux. Et ça permet vraiment de jeter ses idées, donc ça c'est vraiment génial. Et surtout, c'est des carnets où moi en fait, si les carnets ils sont trop jolis, ça me bloque complètement. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que ça soit parfait tout le temps, donc je ne prends pas de carnets jolis. Je prends des carnets où je sais que je vais pouvoir même foutre de la bière dessus, c'est pas grave. Voilà. On est précis. De la bière. Parce que sinon,
ça nous bloque. Et c'est aussi ce que je dis à mes élèves. En fait, on s'en fiche. Le carnet, il n'est pas là pour être joli, il est là pour mettre toutes vos idées. Et en fait, je leur fais faire... Et donc, je reviendrai à ta question après, si j'ai plein de carnets. Je leur fais faire des carnets de croquis où je leur fais tout coller dedans. Même si c'est des bouts de petits dessins de marge. Et à la fin, t'es content, t'as un objet avec tout ce que t'as sorti et ça t'emmène à d'autres idées. Et c'est vraiment bien. Donc j'ai ce carnet donc, pour m'organiser, j'ai le carnet de brouillon où je peux tout jeter. Et en fait, j'ai des carnets avec un papier un peu plus costaud où là, je mets mes images un peu plus abouties, voire celles que je fais à l'ordinateur, que j'imprime et que je colle dans le carnet, ou des images d'internet d'autres illustrateurs ou des cartes postales que je peux coller dans ces carnets. Et là, ça me donne aussi des visions globales de ce que je veux faire. Ça marche par projet aussi, je peux avoir des carnets par projet. Et après, j'ai des carnets A5, c'est très très précis ça. Des carnets A5 avec pas trop de pages où j'écris dedans. Et en fait, comme j'aime bien passer souvent à autre chose, je prends pas beaucoup de pages parce que comme ça, je me dis c'est des périodes de vie. Et dans ce carnet, il s'est passé ça, et voilà, maintenant on passe à autre chose. Je veux pas avoir des gros carnets, parce que j'aurai l'impression d'être toujours dans la même routine, ou le même marasme, ou la même période, et ça va m'énerver. De pas avoir l'impression de passer à autre chose. Donc, des petits carnets simples, voilà, c'est très bien. Donc voilà, au moins 4 carnets pour pouvoir travailler correctement. Ah, c'est intéressant. Et parce que, oui, par exemple, j'ai vu un de tes vlogs, parce qu'en ce moment, là, sur Instagram et TikTok, toutes les semaines, t'essayes de faire un petit vlog. Et il y en a un justement où j'ai vu tes petits dessins de sorcières et tout, c'était ça en fait. Exactement. Tu imprimé ça et tu le... J'ai pas imprimé, alors là c'est encore autre chose, mais c'est ça qui est super cool. Ça rejoint ce que je dis sur les carnets. C'est que ça a à voir avec l'acceptation de soi. En fait, tu m'as connue très jeune à dessiner et je pense que tu as connu une période aussi où je m'acceptais pas du tout et où tous les dessins partaient à la poubelle. T'en as même récupéré ou sauvé de la poubelle, je pense. Et pour moi, c'était tout ce que je fais, c'est nul. Et je pense encore que tout ce que je fais, c'est nul. Dans une moindre mesure, c'est très compliqué ce rapport à soi, mais voilà. Et en fait, je peux pas dire à mes élèves de rien jeter et moi jeter des trucs. Ça aurait aucun sens. Je peux pas apporter une formation et pas le faire. Enfin, et du coup, de redonner des cours avec les élèves, j'ai ressorti des vieux carnets, des vieilles choses que j'avais faites et qui étaient dispersées, des feuilles volantes. Et même si ça fait un moment que je le fais ça, j'ai collé des anciennes choses que je voulais jeter. Et en fait, je me suis rendu compte que, ça fait partie de moi, ça m'a permis d'en arriver où je suis, même si c'est des dessins que je trouve moches. Et 2, en fait, je les trouve pas si moches. Il y en a même qui sont super, qu'à l'époque, j'aurais dit que c'était horrible, et qu'aujourd'hui, ils sont super bien. Donc, c'est ça que t'as vu. Et tu vois, même toi, je pense que tu as trouvé ça plutôt sympa. Ça donne des pages rigolotes, en fait. Donc voilà. Et je pense que c'est important de faire la paix avec son passé. Et pour moi, ça passe par le dessin parce que c'est mon médium. Mais pour toi, par exemple, si c'est de l'écriture, je crois que c'est important. Ouais, en ce moment, je reviens pas mal au journaling, à écrire un petit peu de temps en temps ce qui me passe par la tête et ce qui m'embête. Et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et surtout... Comme tu dis, c'est agréable de revenir dessus, genre 1 an après, 2 ans après, exactement. En me disant oh, mais j'en étais là à cette époque. Ah oui. Et tu dis putain, je me prenais la tête avec ça, alors qu'aujourd'hui, je suis carrément, j'ai passé le cap. Exactement, et ça permet de se dire j'ai mûri, j'ai grandi, je suis mieux dans mes baskets, alors ok, tout n'est pas réglé, mais souviens-toi d'où tu viens. C'est vrai. Et d'ailleurs, du coup, ça fait une super transition avec la partie mindset, état d'esprit. Alors, tu as déjà distillé des petits conseils un petit peu partout. Donc, je sais pas si tu veux récapituler ou si tu veux ajouter des choses sur comment tu fais pour garder un état d'esprit positif et la volonté d'avancer et d'apprendre. Enfin, voilà, de garder le moral et la motivation. Ouais. Alors, soyons honnêtes encore une fois, c'est le bordel et globalement, je suis pas quelqu'un de positif. C'est très rigolo parce que ce que les gens voient de moi, souvent on me dit t'es solaire, tu coaches des gens, tu les pousses à aller bien et tout. Et encore une fois, c'est un truc que je me rends compte récemment. Je sais voir les potentialités et les choses belles chez les gens et pas du tout chez moi. Ce qui est quand même un drame.
Donc c'est dommage. Bon. C'est dommage. Donc ça aussi, ça m'aide à faire du journaling et d'essayer de voir les choses qui sont bien chez moi. Et donc, quelle était ta question ? Comment tu fais pour garder avancer malgré tout et quand même essayer d'être positive. Donc essayer d'être positive. Déjà, de base, j'ai quand même un entourage super génial. Donc quand ils voient que je m'enfonce trop, ils me secouent. Bon, des fois, c'est pas très agréable, hein, mais ils me disent non, mais c'est comme je disais tout à l'heure avec mon père, c'est pas possible. C'est pas si terrible. Et franchement, ils m'aident beaucoup. Donc que ce soit mon compagnon ou ma famille ou mes amis, ils me disent non, il y a plein de choses bien qui se passent, même si ça c'est dur, voilà, tu vas y arriver, et c'est vrai, j'y arrive, donc ils ont raison. Ensuite, pour des états, alors attention, hein, parce que moi j'ai pas un état de dépression. Oui. La dépression c'est grave, et je suis pas du tout en état de dépression. J'ai une mélancolie un peu latente et un peu pénible, mais c'est rien de grave. Donc en fait, pour contrer ça, évidemment j'ai des tips, qui sont des conditions sine qua non. Là, je suis un peu en roue libre en ce moment qu'il faut. Je me recentre. C'est pas grave en fait, si des fois ça repart un peu en cacahuète et juste on se recentre. Donc vraiment, c'est faire du sport. C'est très important parce que ça permet de canaliser. Caroline, tu me connais bien, c'est que je pars un peu dans tous les sens quand je parle. Le sport, ça permet de canaliser le flux et de se dire l'énergie, il faut la mettre là. Voilà. Donc vraiment, du sport. Et si, excuse-moi, je te coupe. Oui, bien sûr. Parce que c'est un truc que je trouve super important. Surtout, en fait, trouver un sport qui nous convient. Parce que là, Myrtille, donc je sais pas si tu veux le dire, mais tu t'es mis à la boxe. Tout à fait, ça fait 2 ans maintenant. Voilà, et ça lui convient super bien. Elle m'en parlait juste avant l'interview de justement comment ça la cadrait, ça l'a poussé à repousser ses limites et ça lui faisait du bien. Moi, pareil, ça fait 3-4 ans que j'ai trouvé un sport qui me fait vraiment du bien, c'est la danse. Et je pense que chacun, en fait, faut trouver vraiment l'activité physique qui te fait du bien, en fait, qui te permet de sortir de toi et avec laquelle tu vas avec plaisir. Parce que pendant des années, moi, j'ai fait aussi du sport, mais qui ne me plaisait pas. Et en fait, c'est catastrophique. Enfin, tu t'en... c'est alors, bon physiquement, mais ça t'apprend des choses. Mais c'est sûr que si c'est un moment qui est censé être pour toi et que tu prends pas du plaisir, c'est quand même triste. Pour la boxe, c'est vraiment une découverte. C'est mon compagnon qui a eu l'opportunité de s'y mettre et qui m'a proposé de venir. On fait des cours ensemble et ensuite de temps en temps individuel avec un coach qui est génial, qui nous apprend à boxer. Et en fait, là où je te rejoins sur le fait de prendre un sport qui nous convienne, personnellement, au niveau du mental, moi, ça m'a permis à encaisser les coups et les creux de manière beaucoup plus sereine. Parce qu'en fait, en boxe, t'es obligé d'en prendre des coups. C'est le but même de ce sport. C'est marquer des points en donnant des coups et essayer d'éviter d'en recevoir. Bon, c'est vraiment une activité qui me permet de me découvrir et surtout, comme tu dis, de me dépasser et de me dire mince, t'es capable en fait. Voilà. Et après, il faut trouver son truc. Hein. C'est sûr que voilà. Parce que moi, du coup, la danse, ça m'apporte tout à fait autre chose. C'est vraiment l'acceptation de mon corps, parce que ça a été une grosse problématique depuis toute petite. Et de me dire que, en fait, je m'en fous du regard des autres. Ce qui est important, c'est de me dépasser, de me faire plaisir surtout. Et ça m'a vraiment débloqué un gros blocage chez moi. Exactement. Après, on parle de sport, la boxe, mais ça peut être des choses toutes simples, hein, comme aller marcher. Ouais. Et franchement, ça marche très très bien. Juste d'aller marcher, de prendre l'air, d'essayer de faire une marche un peu active, ça résout plein de choses, hein, parce que... Mais carrément. Et même, du coup, j'en profite. Est-ce que ça t'a pas fait la même chose quand t'as pris des cours de chant ? Parce que toi, t'as pris des cours de chant aussi. Oui. Alors, les cours de chant... Après, le chant, ça reste quand même... La musique, ça reste quand même une passion, vraiment. Et je chante encore pour moi, hein, quand il n'y a personne, c'est mon truc. En fait, ce que j'ai vraiment découvert avec les cours de chant et apprécié, c'est à canaliser sa voix et à ce qu'elle vienne vraiment de l'intérieur. C'est un muscle, on devient un instrument de musique quand on chante. Et ça m'a permis, toi, comme la danse, de travailler mon corps et de me dire, mon corps peut être le vecteur et l'outil pour faire des choses. Je ne suis pas obligée d'avoir besoin de telle chose. Je me suffis à moi-même
je peux chanter, je peux créer de la beauté, qu'on aime ou pas après, ça dépend des goûts, mais je peux faire ça. J'aimerais bien continuer. Après, on n'a qu'une vie avec plein de ces danses. Donc là, pour l'instant, c'est la boxe. Et la boxe me fait énormément de bien pour... voilà. Mais bon, voilà. Je chante sous la douche. Je ne dérange personne. Hein. Ouais, non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, ça va pas forcément être un sport. Non. Enfin, c'est vraiment une activité. Une activité qui vous permet de développer et de sortir. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps aussi sur une illustratrice ou une artiste qui était bloquée avec syndrome de la page blanche, qu'on peut avoir tous. Et moi, c'est pareil, ça m'arrive. Et c'est vrai, elle avait raison, ce qui permet de débloquer, c'est arrêter de s'entêter à faire un truc, on sait que là, pour l'instant, ça marche pas. Ouais. Ça veut pas dire que ça va pas marcher plus tard. Ça veut dire que là, c'est bon, on a fait le tour de la question, on voit bien qu'il n'y a pas de solution. C'est pas grave. Et faire une activité, ça peut être tout bête, hein, du crochet, du macramé, du chant. Le cerveau se repose et c'est très important d'avoir des périodes de repos, et d'ailleurs de repos complet aussi, hein, on n'en parle pas souvent, mais... Et en fait, après, souvent la situation, elle se débloque d'elle-même, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, le cerveau travaille en tâche de fond, et exactement. Puis ça se débloque. Ok, alors du coup, excuse-moi, alors je t'ai coupé avec le sport, donc tu disais que pour garder un état d'esprit positif, donc faire une activité. Une activité, voilà, donc déjà ça. Et en fait, bon, tu le sais, j'ai vécu un moment dans ma vie vraiment pas terrible personnellement, et j'ai vécu une petite période enfin pas une petite période, mais une grosse déprime, et j'ai failli tomber dans l'anorexie. C'était vraiment pas très joli à voir. Encore une fois, j'ai envie de digresser sur le fait de ce qu'on montre des réseaux sociaux ou de nos vies, c'est pas forcément ce qu'on vit toujours, hein, parce que j'ai déjà lu ça. Purée, tu pèses 45 kilos, tout le monde te trouve fabuleusement belle, et en fait, toi, t'es en train d'être au pire de ta vie, quoi, et personne ne s'en rend compte. Donc c'est important, voilà, juste 2 mots sur ça, mais voilà, c'est pas parce que on n'est pas dans la vie des gens, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est là où, avec justement cette dégringolade et cette plongée, j'ai pas tombé dans l'anorexie, mais j'y étais, quoi, presque. Et les docteurs ont tiré la sonnette d'alarme. Et en fait, mon entourage m'a dit, mais tu peux pas te laisser aller comme ça, il faut trouver des solutions. Et donc, notamment mon chéri a commencé à me faire des petits plats, etc. Et à me ramener à la vie un peu par ça. Et donc, effectivement, sport, bien manger, dormir, je crois que c'est la base de la santé mentale, en fait. Et un bon entourage. Et un bon entourage, bien sûr. Mais vraiment, ne vous privez pas de manger parce qu'il y a un contrat qu'il faut finir, ou de pas sortir parce que encore une fois, parce que votre travail est important. En fait, voilà, c'est sortir, faire un peu de sport, bien manger, dormir, c'est vraiment la condition sine qua non pour, je crois, en fait, c'est le piédestal, quoi, de votre activité, hein, d'entrepreneur. Hein. C'est clair que de toute façon, sans un corps bien entretenu, c'est compliqué de faire travailler le cerveau. Exactement. Comme il faut. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes tips. Okay. Vraiment, voilà, mais je pense qu'ils sont pour n'importe quelle activité, pour tout le monde, hein, ça devrait être, voilà. Donc en termes d'outils, j'ai découvert il y a quelques années, après avoir vu une super psy, la méditation. Alors comme tu sais, on a eu une grosse déconstruction des pratiques New Age, voilà. Et donc moi personnellement, quand on parle de développement personnel, c'est quelque chose que je trouve, c'est un outil incroyable. Franchement, il y a des choses très très bien qu'on peut faire en développement personnel. Par contre, dès que ça tire vers du New Age, moi je freine des cas de fer. Parce que vraiment, ça m'a pas apporté des bonnes choses. Ouais, alors juste pour préciser, le New Age, c'est toutes les croyances modernes, dans le milieu de l'entrepreneuriat, vous avez sûrement entendu parler de loi de l'attraction, féminin sacré, astrologie, c'est du New Age aussi.
voilà, toutes ces croyances que chacune d'entre nous peut avoir, hein, c'est pas le problème. Mais c'est juste que c'est pas démontré scientifiquement et ça peut mener vers des dérives sectaires, donc voilà, on essaye de faire attention. Alors, qu'on soit bien clair, chacun fait ce qu'il veut. Exactement. En termes de spiritualité, personne n'a de leçons à donner à personne. Il se trouve que pour moi, ça ne m'a pas aidé. Voilà. J'ai besoin de concret et de rationnel. Donc voilà. Mais la méditation, par contre, ça a été prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Et donc c'est vrai que j'ai besoin, quand je vois que aussi je suis pas très bien, et ben je fais des séances, tu me demandais des tips, hein, tout simplement guidées qu'on peut trouver en podcast, hein, des méditations guidées. D'accord. Ou alors de moi-même en fait, je me mets un timer. Alors que ce soit aussi, on a souvent tendance à penser que la méditation ça serait arrêter de penser. En fait, c'est pas ça du tout. C'est pas contrôler, laisser venir ses pensées et essayer de capter l'instant présent pour driver un peu et se rendre compte de ce qui est en train de se passer en nous et laisser aller, lâcher du lest. Globalement. Après, je suis pas quelqu'un qui professeur de méditation, donc quelqu'un qui a guéri sur la question pourra mieux vous expliquer que moi. Mais globalement, je pense que la méditation, c'est le sport du cerveau. Voilà, si je dois résumer. On a parlé de la boxe, bon bah c'est génial, je transfère dans la boxe des choses qui me plaisent et qui me permettent de mieux travailler. Et ben la méditation, c'est pareil, c'est apprendre à mieux gérer ses émotions. Se dire, bon ben, par exemple, maintenant, quand j'ai des passages de tristesse, et ben je les gère beaucoup mieux parce que je sais que ça va être temporaire. C'est pas grave. Peut-être que dans 1 heure, c'est bon, j'aurai mangé un cookie, ça ira super bien. Donc voilà, juste gérer ça. Ok, et du coup, t'as des recommandations de méditation guidée que t'aimes particulièrement, toi, ou pas spécialement? Il y en a plein, je peux pas donner de nom, mais vraiment... alors, encore une fois, faut faire... Là, j'ai envie de dire, toutes les méditations peuvent être super sympas. Il y a un mec qui s'appelle Benjamin Lubzinski, que je trouve super sur le net. Il m'a beaucoup aidé pour certaines méditations précises dans des passages de ma vie. Le seul conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si ça ne correspond pas à vos attentes ou si vous avez l'impression qu'il y a ne serait-ce qu'une once de manipulation, arrêtez la séance. Voilà, il faut pas se laisser embrigader. Tant que ça reste de la visualisation, par exemple vous êtes sur une plage, respirez, des techniques de respiration, c'est super. Si ça vous emmène genre personnellement, contacter son ange gardien, etc., attention. Voilà, j'ai juste envie de préciser ça. Ok. Alors j'aime beaucoup cette question, parce que ça permet, je trouve, de bien se remettre en question. Donc je pars toujours de cette phrase, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Dans quel domaine est-ce que tu penses que tu pourrais t'améliorer ? Ouais, bah j'ai beaucoup aimé réfléchir à cette question, parce que en fait, je me rends compte que je m'oublie tout le temps. C'est encore un problème, la gentillesse, vouloir faire des contrats, la peur quand même en entrepreneuriat de ne jamais avoir assez. Et du coup, je fais pas mes projets à moi. Et donc j'ai des dizaines de projets commencés. Je pense que certains sont bien, ils sont viables. Et là, en ce moment, ben voilà, j'essaie de dégager du temps. Ça a aussi à voir avec le perfectionnisme, hein. De toujours bien faire pour les autres, c'est dommage parce qu'on ne dégage pas du temps pour soi. Donc j'essaye vraiment de trouver du temps pour accomplir au moins quelques-uns de ces projets. Et en plus, ça serait bien parce que je pense que quand on fait ses propres projets, on peut vraiment fouiller et tester des choses qu'on ne peut pas faire forcément avec des contrats de clients, etc. Et c'est important parce que sinon, comment on peut se renouveler, etc. Donc je pense qu'il faut, quand on fait une activité artistique encore plus, dégager du temps. Et c'est ça en fait, c'est quand même un métier ingrat, hein, parce qu'on est toujours en formation, hein, quand on est artiste encore plus. Et ça, c'est pas un temps qui est compté dans les contrats, hein, voilà. Et donc oui, vraiment, c'est toujours les artistes qui ont ni de carte de visite, ni de site, ni rien. On n'a jamais rien en fait. Voilà, mais c'est comme toi, hein, je pense que... Oui. Ouais.
Mais du coup, alors, tu dis que tu essayes de te dégager du temps. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais pour me dégager du temps? En ce moment, du coup, je travaille vraiment, vraiment sur mon perfectionnisme. C'est super difficile parce que, en fait, on rejoint ce truc de syndrome de l'imposteur, d'estime de soi, où j'ai l'impression que, pourtant, j'ai quand même plus de 15 ans de métier. Et j'ai des commandes. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment mon travail. Et ben, malgré tout, en 15 ans, je suis encore là à me dire que je suis pas légitime et que ce que je fais, c'est pas assez bien. Donc, qu'il faut que je me donne encore plus. Mais en fait, sur ce que je donne, et ben déjà, la moitié est largement suffisante. Donc, j'essaie de travailler sur ça. Donc, jour après jour, je rogne. Des fois, il y a un trait de traviole. C'est aussi con que ça. Hein. Et je me dis, laisse-le. Je sais, ça fait mal. C'est un début. Ça fait mal, mais tu vas le laisser. Et tu vas l'oublier. Après, ça me travaille. Ça me travaille. Oui, j'imagine. Mais c'est pas grave. Voilà. Et avec ces petites choses-là, petit à petit, bah là, pour la première fois depuis longtemps, je suis en avance sur mon planning. Pas mal. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Ok, super. Donc du coup, pour l'instant, tu travailles ton perfectionnisme. Et après, j'imagine que tu mettras en place dans ta semaine des espèces de blocs de temps pour travailler sur tes projets à Oui, toi. exactement. En fait, voilà, on a toujours des projets chouettes qui sont proposés par des super scénaristes quand on est illustrateur. Et en fait, là, j'aimerais bien en concrétiser un au moins. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est tout chaud. Super. Génial. Allez, question suivante. Mathilde. Myrtille. C'est pas grave. Pardon. C'est quoi tes petits plaisirs? Qu'est-ce que t'aimes faire quand t'as besoin de te détendre et de faire une pause? Et ben ça, c'est un gros problème parce que je sais pas vraiment me détendre. On a parlé de méditation, ça m'aide un peu. Mais je suis toujours quand même à vif avec les épaules bien remontées. Et du coup, c'est très difficile pour moi de me détendre. Donc, vraiment, la seule solution depuis que je suis enfant, c'est lire des livres. Ça, je sais que c'est un moment où tu es obligé de prendre du temps pour toi, d'être au calme, parce que lire un livre quand c'est pas le calme, voilà. Et quand j'ai des soucis et que je sais que ça sera pas résolu et que il faut que je me détende, un livre. Et si vraiment ça va pas du tout, un livre que j'ai déjà lu 1000 fois. Ça au moins, je sais comment ça va se terminer, je sais qu'il n'y a pas d'angoisse, je sais le temps que ça va me prendre pour le lire, donc c'est pas grave, on sort l'artillerie lourde. Donc ça peut même être des trucs aussi bêtes que quel livre. L'île au trésor. C'est un classique, c'est sympa, c'est l'aventure, c'est des pirates, et je sais comment ça se finit. Donc là, ça me détend. Et après, je reviens à la famille, c'est sûr que la famille, ça aide beaucoup à se poser. J'ai un chéri qui est très gourmand, un peu comme toi, et donc il va me dire, ça suffit, maintenant on va faire un gâteau. Ah oui, voilà. J'adore ça. Et du coup, on va cuisiner ensemble. Et ça, c'est vraiment des grands moments de plaisir. Et c'est très très bien d'avoir un entourage qui a un garde-fou comme ça, quand on est quelqu'un de vraiment à vif tout le temps, comme ça, d'énervé. Je suis pas énervé, mais tout le temps sur le qui-vive, de se dire, bon ben là, voilà, j'ai des personnes qui savent dire, non mais là, ça suffit en fait. Et donc, des fois, ça va être aussi bête qu'aussi, on va aller au cinéma. Voilà, c'est des... Voilà. Mais par contre, je suis quelqu'un de simple, comme toi. Je pense qu'un bon thé et un petit carré de chocolat, moi, ça me fait mon après-midi, j'ai pas de problème. Ouais, pareil. Voilà. Ok, super. Je crois que cette question-là, c'est ma préférée parce que moi, j'adore me poser des questions et j'adore que les gens se posent des questions parce que se poser des questions, quelque part, c'est sortir de nos conditionnements et je milite un petit peu pour ça. Donc du coup, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que nos auditrices se posent? Oui. Alors, c'est pas spécialement une question, mais une réflexion sur le poids des mots. Parce que je pense que c'est très important d'être dans une société où c'est pas facile. Je pense que la bienveillance, elle doit devenir une condition sine qua non pour notre entourage, nos lieux de travail, tout. Et les mots, c'est des outils, c'est de la communication, et ça peut faire mal. Et des fois, on s'en rend même pas compte de la manière dont on parle à ses proches. Moi-même, j'ai été quelqu'un, tu le sais, pas d'un colère, mais de très vif, emporté. Et je suis quelqu'un de très franc aussi. Alors, c'est
d'excellents côtés et ça a aussi un revers. C'est-à-dire, moi, je dis les choses. J'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, justement, à faire attention aux mots que j'emploie. Et ça va valoir pour tout, pour que ce soit vos proches ou vos clients ou n'importe. Je crois que il y a des gens, si on est malveillant, c'est qu'on n'est pas bien. Voilà. On peut pas être méchant et que dans sa vie tout aille bien. Et globalement, je pense qu'on fait tous de notre mieux avec nos sacs à dos pourris des fois. Hein. Et on peut pas savoir, des fois, quelqu'un qui nous parle mal, ça sert à rien d'aller dans une montagne, une escalade de mauvais mots qui va rien donner au final. Donc, je pense qu'on devrait tous réfléchir un peu de temps en temps à comment aborder des choses avec des gens qu'on aime et la manière dont on leur parle. Je crois que c'est important. Donc voilà, si on peut réfléchir au poids des mots, à nos paroles et à la bienveillance en général, et c'est cool. Ok, c'est très sage comme conseil, en définitive. Ouais. Ok, du coup, on va terminer avec la dernière question. C'est est-ce que tu pourrais nous conseiller 2 outils, ressources, ou même un petit peu plus si tu veux, hein, Ok. que tu utilises. Alors, j'ai découvert, grâce à une amie, un outil, mais que je ne peux plus m'en passer. Ça s'appelle PureRef. Je sais pas si tu connais. Absolument pas. Alors, P-U-R-E-R-E-F. Je pense que tu leur mettras les liens. Oui. En fait, c'est très bête et je me demande comment j'ai pu faire avant sans ça. C'est très simple. C'est un logiciel. Je crois qu'il demande une petite participation. Tu donnes ce que tu veux. Et en fait, c'est un logiciel qui te permet de copier-coller des images ou des textes ou ce que tu veux. Tu peux faire un screen de ton écran, le mettre dedans, cliquer-glisser des images. Et en fait, juste les aménager comme tu veux. À l'intérieur du logiciel, grossir, dégrossir ta map, et en fait ça permet de faire des maps de mood board ou d'inspiration ou avec des mots, de faire des liens avec des images, etc. Et en fait, moi, personnellement dans mes projets, ça me permet d'avoir une vision globale de ce que je veux faire. Ça peut être, par exemple, pour avoir des images références ou me rappeler bêtement de quelle taille de crayon j'ai pris pour faire tel rendu, etc. Je mets tout dessus. On peut sauvegarder des fichiers. Je crois que on peut le nommer, puis PureRef. En avoir plein. Ok. Et en fait, c'est génial, quoi, parce que on peut zoomer, dézoomer. Et aussi, on peut... moi, j'ai surtout besoin de références, par exemple... j'illustre beaucoup de romans jeunesse avec plein de personnages qui reviennent récurrents. Je vais pas me souvenir de Tartampion, quelle veste il porte dans le tome 8. Là je l'ai. Voilà. Donc ça c'est un super logiciel pour moi. Et le deuxième, je pense que tout le monde le connaît, mais quand on est illustrateur c'est quand même vraiment une base. Quand on est créatif, c'est Pinterest. Moi je peux pas me passer de Pinterest non plus. On peut faire des tableaux. Et justement je fais communiquer les deux, PureRef et Pinterest. Et comme ça je clique et dépose. Et je peux tout avoir en même temps. Et voilà, c'est une source d'idées incroyable. Voilà, c'est les 2 outils que j'utilise le plus en ce moment. Ok. Ouais, non, mais en plus, ça peut être utile pour les entrepreneuses qui sont pas illustratrices ou graphistes. Mais ça n'a rien à voir. Hein. On peut l'utiliser, par exemple, si on est, je sais pas, même décorateur d'intérieur. On peut prendre des images de référence et les mettre là. On peut, par exemple, s'en servir pour montrer à des clients. Pour des projets. En fait, d'où ça vient que j'ai pris connaissance de ce logiciel, c'est des amis qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Et en fait, tu le sais très bien, dans l'industrie du jeu vidéo, on est on est des grosses équipes avec plein d'individus. Des fois, les communicants, ils ont du mal à exprimer ce qu'ils veulent dire à l'équipe des créatifs, et pareil c'est compliqué les communications. On n'est pas des profils, on est des profils très différents avec des besoins différents. Et là en fait ils mettent tout là-dessus avec des limitations, etc. Et ça leur permet de savoir aussi qui a fait quoi, où on en est, etc. Mais comme c'est assez volant, c'est cool, moi j'aime bien. Voilà. J'irai essayer. Essaye. Tu me diras. Oui. Bon écoute, merci Myrtille pour cette interview qui a été super intéressante, pleine de conseils, d'outils,
de bons conseils en fait et de témoignages sur ta vie. Je suis ravie de t'avoir compté parmi nous. En fait, je dois t'avouer que ça fait super longtemps que je pense à toi pour l'interview, mais j'avais jamais osé te demander. Alors, c'est ce qui est complètement con, hein, parce qu'on se connaît très bien et qu'on s'apprécie beaucoup. Et de toute façon, c'était sûr que t'allais dire oui. Mais je voulais quand même attendre aussi d'avoir un petit peu d'expérience avec le podcast pour te proposer de venir. Donc voilà, je suis ravie. Merci. Et moi, je suis ravie de la tournure que prend ton podcast. Ça a toujours été bien, mais c'est de mieux en mieux. Donc voilà, et pour les conseils que tu donnes, et ta bienveillance et ta bonne humeur. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!